Mon cœur battait la chamade, tambourinant dans mes oreilles, au point que les mots de Sophie résonnaient comme de lointains échos. Julien, vous ferez vos valises ce soir. Vous êtes viré des innovations Martin. Viré. Mon Julien, le grand entrepreneur, viré. Je voyais trouble entre la fureur froide de ma belle-mère et le visage écarlate de Chloé Dubois, cette femme. Comment en étions-nous arrivés là? C'était la fin de tout, j'en étais certaine. Mais en même temps, une étrange sensation, presque de liberté, commençait à picoter au fond de moi. Il y a 15 ans, cette liberté aurait été impensable. Je me souviens des débuts. Pas de notre première rencontre à Julien et moi. Ça, c'est une autre histoire, un peu trop longue et pas si intéressante, honnêtement. Disons que le destin, ou plutôt une série d'événements très opportuns, nous a réunis. Le mariage lui-même, une formalité, vraiment. Une cérémonie somptueuse, bien sûr, dans une église du 6e arrondissement, avec tout Paris mondain et la famille Martin qui observait. C'était il y a si longtemps. L'important, c'était le après, ou du moins ce que j'en ai fait. Nous nous étions installés ici, dans cette imposante demeure de Neuilly-sur-Seine. Pas une maison, une institution, un chef-d'œuvre d'opulence contrôlée, comme disait Sophie, ma belle-mère. J'étais la maîtresse de maison, la gardienne de la perfection. Chaque fourchette, chaque fleur, c'était mon rôle, ma vie. Je me sentais utile, importante. Julien, lui, était partout et nulle part à la fois. Sa carrière, ses innovations. Il passait son temps à me parler de ses rêves, de cette entreprise qu'il allait bâtir de ses propres mains. Et moi, j'étais là, son rocher. Je l'ai cru. Pendant des années, ça a marché. 2 garçons magnifiques, des galas de charité sans fin, une vie bien huilée. Je me sentais complète, je crois. C'est bizarre de repenser à ça. Mais petit à petit, le silence s'est immiscé. Une distance, des soirées au bureau qui s'éternisaient, des voyages d'affaires prolongés sans préavis. Quand il était là, Julien était un fantôme, l'œil rivé à son téléphone. Ses réponses laconiques, des vagues excuses sur la fusion de Hong Kong. Je sentais bien que quelque chose avait changé. Il avait maigri, s'habillait différemment, portait un parfum que je ne reconnaissais pas. Un parfum qui sentait l'ambition, oui, mais aussi autre chose. Quelque chose d'étranger, de piquant. Je me souviens avoir essayé d'en parler. Et si on allait sur la Côte d'Azur, comme pour notre lune de miel? Avais-je suggéré un soir il y a quelques mois. Il était devant son ordinateur, comme toujours. Impossible, Marie. Le dernier trimestre est brutal. Brutal, toujours brutal. J'avais cette boule au ventre, une angoisse sourde qui me tenait compagnie. Le dîner familial du premier dimanche du mois, non négociable. J'ai vu Sophie balayer la table de ses yeux froids, couleur de ciel d'hiver. Elle ne ratait rien. Le fauteuil vide de Julien était une offense à son sens de l'ordre. Anna, ma belle-sœur, a tenté de me rassurer. La circulation de Paris doit être terrible. Mais Sophie n'a pas concilié. Julien aurait dû partir plus tôt. Un fait, pas une critique. Une vérité aussi indiscutable que la gravité. J'ai murmuré une excuse, quelque chose sur une réunion de dernière minute. Un mensonge. Il ne m'avait rien dit. J'avais capté un fragment de conversation au téléphone, le matin. Ce mensonge avait le goût de cendre. Je détestais ça, ce rôle d'apologiste pour un homme qui n'était plus là. Qui étais-je sans lui, sans ce mariage? Juste Marie? L'idée m'effrayait plus que l'air froid de l'automne dehors. Et puis, le grand portail qui s'ouvrait, le murmure des voix. 2 voix. Celle de Julien, bien sûr, mais aussi celle d'une femme. Un rire cristallin, étranger, qui résonnait dans les couloirs sacrés de la maison Martin. Mon cœur a fait un bond. Mes muscles se sont tendus. La prière silencieuse sur mes lèvres. Ce n'est qu'une collègue, une amie. Mais au fond de mon âme, je savais que ma cage dorée était sur le point de se briser.
Il est entré, Julien, avec cette arrogance désinvolte, comme si le monde entier s'arrangeait pour lui. Il était beau, il faut le reconnaître, malgré ses cheveux noirs un peu grisonnants aux tempes. Mais son sourire, ce sourire qui m'avait tant séduite, était trop large, trop éclatant, et n'atteignait pas ses yeux. Désolé du retard tout le monde, a-t-il lancé, la voix faussement chaleureuse. J'ai été retenu, et j'ai ramené une invitée. J'espère que personne n'y voit d'inconvénient. Et là, encadré par l'embrasure de la porte, se tenait Chloé Dubois. Jeune, la vingtaine bien entamée, une cascade de cheveux roux flamboyants sur les épaules d'une robe vert émeraude, trop moulante, trop décolletée pour un dîner de famille. Ses yeux étaient d'un vert jade saisissant, un regard prédateur qui a balayé la table avant de se poser sur moi. C'était une évaluation, comme un acheteur inspectant une propriété. Un éclair de triomphe dans ses profondeurs vertes. Mon souffle s'est coupé. Ce n'était pas une collègue. C'était ce parfum étranger. La raison des nuits tardives. Voici Chloé Dubois, a dit Julien, posant une main possessive sur le bas de son dos. Chloé est une de nos étoiles montantes aux innovations Martin. Un génie des opas hostiles. Je la mentorise. Elle m'a souri, un sourire de façade sans chaleur. C'est un honneur de vous rencontrer enfin, a-t-elle murmuré, la voix douce comme du sirop. Julien parle de sa famille constamment. Le mensonge était tellement énorme, tellement effronté qu'il en était presque admirable. Julien ne m'avait pas dit 100 mots de toute la semaine. Sophie a fait un geste froid vers la place vide à côté de Julien. Eh bien, mademoiselle Dubois, puisque vous êtes là, autant vous asseoir. Elle a appelé Anna, la femme de ménage, qui est apparue, son visage impassible, et est allée mettre un couvert supplémentaire. Je l'ai vue s'asseoir, ma tête tourbillonnant de choc et d'humiliation. Non seulement Julien avait ramené sa maîtresse dans notre maison familiale, mais il l'avait fait à ce dîner. Au dîner de Sophie, c'était une déclaration de guerre. Il affichait sa trahison devant les personnes dont il était censé le plus estimer l'opinion. Julien s'est assis, guidant Chloé à côté de lui, sa main s'attardant sur son épaule. Il agissait comme si c'était la chose la plus normale du monde. Il a commencé à raconter une histoire sur un accord qu'il venait de conclure. Chloé interjectait au bon moment, riait à ses blagues et touchait son bras avec une familiarité intime. Ils formaient une équipe, une unité. Ils bougeaient et parlaient avec un rythme commun qui excluait tout le monde à la table, surtout moi. Je sentais 1000 regards sur moi, même s'il n'y en avait que 5. Je pouvais sentir leur pitié, leur choc, leur malaise. J'ai regardé mon assiette, la caille et rôtis parfaitement arrangés dont je n'avais plus du tout envie. Mes mains tremblaient, je les ai serrées sur mes genoux, mes ongles s'enfonçant dans mes paumes, me forçant à ne pas craquer. Je devais garder mon sang-froid. Pendant 15 ans, j'avais été l'imperturbable Marie Martin. Je ne donnerais pas à cette fille, cette Chloé, la satisfaction de me voir brisé. Je me suis forcé à lever les yeux et à croiser le regard de Chloé. La jeune femme me regardait par-dessus le bord de son verre de vin. Un petit sourire en coin connaisseur jouait sur ses lèvres. C'était un défi direct. Il est à moi maintenant. Qu'allez-vous faire? Alors, Marie, a commencé Chloé, la voix dégoulinante de fausse douceur, brisant délibérément la conversation que Julien avait avec son père, Pierre. Julien me dit que vous faites du bénévolat, ça doit être tellement gratifiant, vous occupez. Les mots semblaient anodins, mais la condescendance était épaisse comme de la boue. M'occuper. Comme si ma vie n'était qu'une série de passe-temps futiles, conçus pour passer le temps pendant que les gens importants faisaient un travail important. Avant que je ne puisse formuler une réponse, Julien a sauté sur l'occasion. Marie est la présidente du gala de la Fondation de l'Hôpital des enfants cette année. C'est une énorme entreprise. Il l'a dit avec une note de fierté, mais c'était comme s'il me défendait, une tentative faible de m'accorder une certaine légitimité face au mépris évident de Chloé. Le sourire de Chloé s'est élargi. Oh, bien sûr,
Organiser des fêtes, c'est merveilleux. Je n'aurais jamais pu le faire. Je ne suis juste pas orienté détail de cette façon. Mon attention est toujours sur la vue d'ensemble, la stratégie, la victoire. Elle a bu une gorgée délibérée de son vin, ses yeux verts fixés sur les miens. Je suppose que nous avons tous nos forces différentes. L'insulte était claire, une fléchette parfaitement visée. Marie la planificatrice de fête, Chloé la stratège, le domestique contre l'entreprise, le passé contre l'avenir. Une vague de fureur froide a traversé mon choc. J'ai levé le menton, ma voix ferme et claire. Vous avez raison, mademoiselle Dubois, nous en avons. L'une de mes forces est de connaître la différence entre une réunion d'affaires et un dîner de famille. Il semble que certaines personnes apprennent en écart à faire cette distinction. Un silence stupéfait est tombé sur la table. Marc s'est étouffé avec sa gorgée d'eau. Les yeux d'Anna étaient grandes d'alarme. Julien m'a lancé un regard furieux et d'avertissement. Le sourire de Chloé n'a pas flanché, mais un éclat dur est apparu dans ses yeux. Le masque avait glissé juste une seconde. « Oh, je pense que Julien et moi savons exactement ce que c'est, » a-t-elle ronronné, posant sa main directement sur celle de Julien sur la table. C'est être avec les personnes qui comptent. À travers tout cela, Sophie était restée silencieuse. Elle mangeait sa caille avec des mouvements lents et délibérés, son expression placide. Mais moi qui l'avais étudiée pendant 15 ans, j'ai vu ça. Un resserrement des muscles autour de sa mâchoire, une immobilité dans sa posture qui n'était pas détendue, mais tendue, prête à bondir. Sophie écoutait, elle observait et elle jugeait. La tension à table était maintenant une présence physique, épaisse et suffocante. Marc et Anna ont tenté vaillamment, quoique maladroitement, de ramener la conversation à des eaux plus sûres, en interrogeant Julien sur le marché boursier, mais Chloé n'allait pas être dissuadée. Elle était venue avec une mission et elle l'exécutait avec une précision chirurgicale. En parlant d'investissement, a dit Chloé, coupant Marc en plein milieu de sa phrase, Julien a fait des mouvements très audacieux ces derniers temps à leadership. Il se désengage de certains des actifs plus anciens, plus sentimentaux, et réinvestit dans des choses avec plus de potentiel de croissance agressive. C'est une stratégie brillante. L'ancien s'en va, le nouveau arrive. N'est-ce pas, mon chéri? Elle a serré la main de Julien. Il a esquissé un sourire tendu et mal à l'aise. Chloé a un œil très avisé pour la valeur, papa. Tu serais impressionné. Pierre a simplement grogné, se retirant plus loin dans le sanctuaire de son verre de vin. Mais je comprenais parfaitement le sous-texte. Actifs sentimentaux plus anciens. Les mots étaient directement dirigés vers mon cœur. J'étais la porcelaine de famille Martin. Belle, précieuse, dans un sens classique, mais finalement fragile et dépassée, prête à être rangée pour faire place à quelque chose de plus élégant et moderne. J'ai posé ma fourchette doucement. Je refusais d'être prise au piège d'une dispute hurlante. Je ne leur donnerais pas le drame qu'ils désiraient si clairement. J'allais affronter cette attaque avec la seule chose que je possédais encore, ma dignité. On dirait que vous avez eu une grande influence sur lui, Chloé. Ai-je dit, ma voix dangereusement calme. Julien a toujours été si prudent. C'est bon de le voir prendre de nouveaux risques. Les yeux de Chloé se sont rétrécis. Elle s'attendait à des larmes ou à une fuite paniquée. Ce calme glacial n'était pas ce qu'elle avait prévu. Elle a décidé d'abandonner toute subtilité. « Oh, je pense que prudent est le mauvais mot, » a médité Chloé, se penchant en avant et posant son menton sur sa main. Sa robe émeraude bâillait légèrement, une exposition calculée. Peut-être confortable, complaisant. C'est facile de perdre son avantage quand sa vie est trop parfaite, trop prévisible. Un homme comme Julien a besoin d'un défi. Il a besoin de se sentir vivant. N'est-ce pas, Julien? Julien s'est agité sur sa chaise, l'air enfin acculé. La bravade avec laquelle il était entré commençait à s'effilocher. Chloé, peut-être devrions-nous en parler plus tard. Pourquoi? A-t-elle rétorqué, sa voix devenant plus forte, plus théâtrale.
Tout le monde ici est de la famille. Ou presque. Je pense qu'il est important d'être honnête. Toutes les cartes sur table. Elle a ramené toute son attention sur moi. Son sourire était maintenant une arme. Par exemple, je pense que vous devriez savoir que la fusion de Hong Kong sur laquelle Julien travaillait la semaine dernière, c'était dans une suite du Saint-Regis et le travail était très, très pratique. Anna a haleté. Marc fixait son assiette comme si elle contenait les secrets de l'univers. J'ai senti le sang quitter mon visage, la déclaration publique, l'imagerie crue. Tout était conçu pour une humiliation maximale. J'avais le vertige, la lumière du lustre se fracturant en 1000 éclats douloureux. J'ai regardé Julien, le suppliant de mes yeux d'arrêter ça, de le nier, de dire quelque chose, n'importe quoi. Il n'a pas croisé mon regard. Il a juste fixé la table, un muscle tressaillant dans sa mâchoire. Son silence était ma réponse. C'était la confirmation de toutes les peurs que j'avais nourries pendant des mois, de toutes les nuits blanches que j'avais passées à me demander où il était. Et le nouveau parfum que vous avez mentionné que vous n'aimiez pas, a poursuivi Chloé, implacable. Je l'ai acheté pour lui. Je pensais que ça sentait le succès, l'homme qui n'a pas peur de prendre ce qu'il veut. Et ce que Julien veut, c'est moi. C'était ça, le dévoilement final est brutal. Chloé s'est calée dans sa chaise, une reine triomphante qui venait de mettre échec et mat son adversaire. Elle a balayé la table du regard, s'attendant à voir une famille en déroute, une femme brisée et un chemin clair vers son prix. Ma vision a vacillé. Les visages autour de moi se sont brouillés. J'ai ressenti un sentiment de trahison profond, insondable. Ce n'était pas seulement Julien. C'était les 15 années que j'avais consacrées à cette famille Martin, à cette vie. Les anniversaires que j'avais organisés, les fêtes que j'avais orchestrées, les fièvres que j'avais soignées, les projets scolaires avec lesquels j'avais aidé. J'avais dédié toute ma vie d'adulte à cette famille et en retour, j'étais jeté comme une marchandise usée à leur table. Je me suis levé de ma chaise, mes jambes instables. Je ne savais pas où j'allais, seulement que je ne pouvais pas rester assise une seconde de plus. Je devais m'éloigner. Marie, assieds-toi, a sifflé Julien, retrouvant enfin sa voix. C'était un ordre, pas une prière. Ma tête s'est tournée vers lui, et à ce moment-là, le choc et la douleur se sont cristallisés en une rage dure comme le diamant. N'ose pas, ai-je chuchoté, ma voix tremblant de fureur, n'ose pas me parler. J'ai regardé Chloé, son visage suffisant et victorieux. Et vous, mademoiselle Dubois, ai-je dit, ma voix reprenant de la force. Vous croyez avoir gagné. Vous croyez que cette performance fait de vous la victorieuse. Vous n'êtes rien d'autre qu'un cliché. Une fille triste, pathétique, tellement désespérée pour une vie que vous ne pouvez pas construire vous-même, que vous devez voler celle des autres. Mais vous n'avez pas volé la mienne. Vous m'avez juste débarrassé des ordures. À ce moment-là, au milieu de la fureur, de la honte, de cette libération brute que je ressentais, une question me traversait l'esprit, même si je ne l'aurais jamais formulée à voix haute. Qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous fui? Ou auriez-vous, comme moi, trouvé une étrange force dans l'affrontement? Le visage de Chloé a rougi de colère, son calme parfait craquant enfin. Il est fatigué de vous, il me l'a dit. Il a dit que vous étiez une relique ennuyeuse, prévisible. Il veut une vraie partenaire, pas une pièce de musée. Ça suffit. Le mot a tranché l'air comme un coup de fouet. Ce n'était pas ma voix, ni celle de Julien. C'était celle de Sophie. Tout le monde s'est tourné vers le bout de la table. Sophie avait posé son couteau et sa fourchette soigneusement sur son assiette, parallèles l'un à l'autre. Elle a tamponné ses lèvres avec sa serviette en lin, l'a pliée et l'a posée sur la table. Elle n'avait pas élevé la voix. Elle n'avait pas besoin de le faire. Ce seul mot avait plus de poids et d'autorité que tous les cris qui l'avaient précédé. Elle a balayé la scène de ses yeux froids et possessifs. Son regard a balayé une Chloé stupéfaite, une Marie furieuse, et enfin il s'est posé sur son fils, Julien.
Le regard qu'elle lui a lancé n'était pas celui de la déception maternelle ou de la colère. C'était quelque chose de bien plus froid, de bien plus terrifiant. C'était un regard de pur, d'inadultéré mépris. La pièce était absolument silencieuse. La bataille avait été déclarée. Les lignes avaient été tracées. Mais tout le monde avait mal jugé qui était le véritable acteur puissant à table. Ils avaient tous attendu le mouvement de la reine, et elle était enfin prête à jouer sa main. Mon Dieu, je dois faire une pause ici. Honnêtement, c'était surréaliste. Je me souviens de m'être senti comme si j'étais dans un film, vous savez, un de ces drames où tout le monde se déchire à table. Mais c'était ma vie. Et Sophie était une force de la nature, un tsunami sous une carapace de glace. Personne, pas même Julien, n'avait imaginé ce qu'elle allait faire. On attendait qu'elle, la matriarche, rétablisse l'ordre, répare les choses, comme elle l'avait toujours fait. Mais ce n'était pas de la réparation qu'elle s'apprêtait à faire, c'était une démolition en règle. Ce cirque, cette vulgarité étalée en public, ça défiait tout ce que j'avais connu des Martin. On pensait que l'argent achetait la discrétion, la classe. Apparemment non, pas avec Chloé. Et Julien, Julien était juste un gamin pris en faute. Tout s'écroulait, et le plus fou, c'est que je ne savais pas si c'était la fin du monde ou le début d'autre chose. C'était tellement de chaos que c'en était presque libérateur en un sens. Bref, revenons à nos moutons, ou plutôt à la reine qui allait asséner son coup fatal. Anna, elle, me l'a raconté plus tard. Elle était assise là, à côté de Mark, et elle ne savait plus où se mettre. Pour elle, c'était comme un cauchemar au ralenti. Quand Chloé a sorti son histoire sur le travail très pratique à Hong Kong, Anna a senti que le sol se dérobait sous ses pieds. Elle n'avait jamais vu Sophie comme ça, si calme. Ce calme, c'était le plus effrayant. D'après Anna, elle a d'abord pensé « Mon Dieu, Sophie va avoir une attaque, elle va s'évanouir, ou pire, elle va crier. » Mais non, elle a juste posé ses couverts, cette serviette. Anna dit qu'elle avait l'impression d'être dans un tribunal. Elle s'est dit que la réputation de la famille Martin était finie. Pour elle, c'était la catastrophe, la honte absolue. Elle a vu le regard que Sophie a lancé à Julien, et elle a su, à cet instant, que son frère était un homme mort, du moins dans l'estime de sa mère. Elle se demandait comment j'allais survivre à ça. Elle m'a dit plus tard que je semblais prête à exploser, mais que c'était Sophie qui était la vraie bombe. Le silence après le « ça suffit » de Sophie était absolu. On aurait dit qu'elle avait aspiré tout l'air de la pièce. Marc et Anna étaient figés d'horreur. Pierre, lui, a enfin levé les yeux vers sa femme, un mélange d'appréhension et de curiosité morbide. Moi, je restais debout, encore pleine d'adrénaline et de fureur, prête à fuir. Mais la voix de ma belle-mère m'avait cloué sur place. Je la regardais, un étrange pressentiment et une lueur d'espoir désespéré se mélangeant dans moi. Julien a essayé de reprendre le contrôle, de gérer la situation comme il l'aurait fait dans une salle de réunion hostile. Mère, c'est une affaire privée entre Marie et moi. Sophie ne l'a même pas regardé. Son regard d'acier était entièrement fixé sur Chloé. Mademoiselle Dubois, a-t-elle commencé, sa voix basse et égale, totalement dépourvue d'émotion. Vous êtes une invitée dans ma maison, une invitée amenée ici sous de faux prétextes par mon fils, qui semble avoir oublié les principes de base de la décence. Vous avez abusé de mon hospitalité, insulté ma belle-fille et affiché un niveau de vulgarité que je n'ai pas vu depuis une grève des Dockers en 1968. Chloé, momentanément réduite au silence, a semblé retrouver sa bravade. Elle a clairement pris le calme de Sophie pour la faiblesse d'une vieille femme s'accrochant à une étiquette dépassée. « Avec tout le respect que je vous dois, Madame Martin, » a-t-elle dit, le menton défiant. « Ce n'est pas moi qui suis vulgaire. Je suis honnête. Votre fils est amoureux de moi. Il veut divorcer. Il allait le lui dire, mais il est trop attentionné. J'ai décidé d'accélérer le processus. » « Vous avez décidé, » a répété Sophie, les mots suspendus dans l'air comme des glaçons. «
Vous, une personne que je connais depuis précisément 47 minutes, décidé d'accélérer la dissolution du mariage de 15 ans de mon fils dans ma salle à manger. Vous croyez détenir ce genre d'autorité? Je détiens le cœur de Julien. Je pense que c'est une autorité suffisante, a rétorqué Chloé, un sourire suffisant revenant sur son visage. Elle a de nouveau tendu la main vers celle de Julien, mais il l'a retirée, ses yeux naviguant nerveusement entre sa mère et sa maîtresse. Il commençait à réaliser que ça ne se passait pas comme prévu. « Julien », a dit Sophie, tournant enfin la tête pour faire face à son fils. Sa voix était douce, presque tendre, ce qui était d'une certaine manière plus menaçant que si elle avait hurlé. « Est-ce vrai? Aimez-vous cette femme? » Julien a dégluti difficilement. Toute la table attendait sa réponse. C'était son moment, soit de soutenir sa maîtresse, soit de tenter de sauver sa famille. Il a choisi le chemin du lâche, celui de l'équivoque. « Mère, c'est compliqué. Marie et moi, nous nous éloignons depuis des années. Chloé, elle me comprend. Elle comprend mon monde. Elle comprend votre portefeuille. » Ai-je craché, les mots s'échappant avant que je ne puisse les arrêter. La trahison était une blessure béante, et sa justification pathétique était comme du sel frotté dessus. « Marie, mêle-toi de tes affaires !» a claqué Julien, sa peur se transformant en colère, dirigée vers la cible la plus sûre. « Non, » a dit Sophie, sa voix tranchant la sienne. « Elle ne se mêlera pas de ses affaires. C'est sa maison. C'est sa famille. Vous, Julien, vous êtes l'intrus ici. Vous et cette créature que vous avez traînée avec vous. » La mâchoire de Chloé est tombée. L'insulte, si directe et méprisante, avait clairement fait mouche. « Créature, comment osez-vous? » Sophie l'a complètement ignoré, son attention toujours fixée sur son fils. « Je vous ai posé une question, Julien. L'aimez-vous? Avez-vous l'intention de quitter votre femme pour elle? » Julien a regardé le visage expectant et furieux de Chloé, puis celui impassible de sa mère. C'était un homme pris au piège de ses propres créations. « Oui », a-t-il finalement marmonné, le mot à peine audible. « Oui, je l'aime. » Un sanglot douloureux s'est échappé des lèvres d'Anna. J'ai ressenti la finalité de ce mot comme un coup physique. C'était une chose de le savoir, une autre de l'entendre prononcer à voix haute dans cette pièce, entouré de la famille. Le sol a semblé s'incliner sous mes pieds. J'ai regardé mon mari, l'homme que j'aimais depuis mes 22 ans, le père de mes enfants, et j'ai vu un parfait étranger, un homme faible et cruel qui non seulement m'avait trompé, mais avait orchestré mon humiliation publique. « Alors vous êtes un plus grand fou que je ne l'aurais jamais cru possible, » a dit Sophie, sa voix résonnant de clarté. Elle n'avait pas l'air triste ou en colère. Elle avait l'air déçue, comme si elle examinait un produit qui s'était révélé avoir un défaut fatal, irrémédiable. Elle a ensuite fait quelque chose que personne n'attendait. Elle s'est tournée vers moi, son expression adoucie presque imperceptiblement, un subtil dégel de son masque de glace. « Marie ?» a-t-elle dit, sa voix ferme mais pas méchante. Je crois que Mademoiselle Dubois a été très claire sur le fait qu'elle vous considère comme un actif sentimental ancien, une pièce de musée. Elle pense que vous êtes remplacé. Je n'ai pu que hocher la tête, les larmes emplissant enfin mes yeux, brouillant les visages de mes bourreaux. Elle se trompe, a déclaré Sophie, ramenant son regard formidable sur le reste de la table. Elle est sous la fausse impression que mon fils détient le pouvoir dans cette famille. Elle croit qu'en le sécurisant, elle a sécurisé un prix. Sophie a marqué une pause, laissant ses mots s'enfoncer. Un sourire lent et glaçant a effleuré ses lèvres. C'était une vision terrifiante. « Il est temps », a-t-elle dit, sa voix résonnant d'une puissance retrouvée, pour une leçon de finances familiales. À cet instant précis, alors que Sophie déroulait son plan glacial, je me suis souvenu de mon père. Il n'était pas un homme d'affaires comme Sophie, plutôt un rêveur avec des livres anciens et des étoiles. Mais il avait cette phrase, « Marie, fais toujours confiance à l'intuition de ta mère. » Ma mère, elle, avait un sens aigu de la survie, une prudence ancrée.
Elle nous avait appris à toujours avoir un plan B, une porte de sortie. Je n'avais jamais vraiment compris pourquoi, ma vie avec Julien ayant toujours semblé si sûre. Mais là, tout prenait sens. Son insistance sur le contrat de mariage, sur une assurance pour l'avenir, disait-elle. Ses leçons de vie, des bribes oubliées, remontaient à la surface. Elles n'avaient rien à voir avec les bilans comptables, mais tout à voir avec ce moment-ci. Mon père, lui, aurait dit que l'argent n'achète pas de la noblesse d'âme, mais là, Sophie était en train de prouver que l'argent pouvait au moins acheter la justice, et ça, c'était déjà pas mal. Le silence mêlé de confusion profonde s'est abattu sur la salle à manger. Les mots de Sophie, une leçon de finances familiales, étaient tellement inattendus que tout le monde était abasourdi. Chloé avait l'air ahuri, son triomphe remplacé par une confusion naissante. Julien semblait tout aussi perdu, un froncement de sourcils marquant son front. Il a ouvert la bouche, mais Sophie a levé une main impérieuse, et il s'est tu. Pendant 35 ans, a commencé Sophie, sa voix prenant le ton calme et mesuré d'une professeure. Mon mari Pierre et moi avons géré les actifs de la famille Martin, ou plutôt, je les ai gérés. Pierre, que Dieu le bénisse, s'est toujours plus intéressé à ses orchidées. Pierre a hoché la tête comme si c'était un fait bien établi. L'entreprise que vous dirigez, Julien, a-t-elle poursuivi, épinglant son fils de son regard. Les innovations Martin, vous croyez l'avoir bâtie. Vous racontez à vos amis au club de golf que vous l'avez lancé de zéro, avec votre propre pugnacité et votre génie. C'est le récit que vous vous êtes construit, et c'est une fiction. Le visage de Julien a commencé à rougir. Mère, de quoi parlez-vous? J'ai obtenu le capital risque. J'ai fait le travail. Vous n'avez rien obtenu, a tranché Sophie, sa voix aussi tranchante que du verre. Le capital de départ initial, 5 millions d'euros, n'est pas venu d'une société de capital risque. Il est venu d'un fonds fiduciaire que je contrôle. Un fonds créé par mon père, pas le vôtre. Les rondes de financement suivantes, les lignes de crédit, les garanties qui vous ont maintenu à flot pendant l'éclatement de la bulle Internet et la récession de 2008, tout cela a été garanti par moi en utilisant les actifs de ce même fonds. Vous n'avez jamais été un entrepreneur brillant, Julien. Vous étiez d'un passe-temps subventionné. La couleur a quitté le visage de Julien. Il semblait complètement choqué, comme si sa mère venait d'annoncer que le ciel était vert. « Ce n'est pas vrai, papa », a-t-il lancé, se tournant vers son père. Pierre a raclé sa gorge. « Ta mère est une gestionnaire financière très avisée, mon fils. Ça a toujours été son domaine. » Sophie a esquissé un sourire sec et plein d'humour. « En effet, et mon domaine s'étend au terme de votre emploi. Vous êtes le PDG des Innovations Martin. » « Oui, mais vous n'en êtes pas le propriétaire. Vous êtes un employé avec un salaire très généreux et des options d'achat d'actions qui sont, je dois l'ajouter, entièrement conditionnelles. L'actionnaire majoritaire, celui qui détient la participation majoritaire, est le fonds fiduciaire familial Martin, et je suis l'unique fiduciaire. » Chloé regardait maintenant Sophie avec des yeux écarquillés et horrifiés. L'éclat prédateur et confiant avait disparu, remplacé par la prise de conscience naissante et écœurante qu'elle avait ciblé la mauvaise proie. Elle s'était accrochée à un prince pour découvrir qu'il n'était qu'un bouffon de cour. De plus, a poursuivi Sophie, son élocution implacable, cette maison, celle dans laquelle vous avez si effrontément amené cette 21. Ce n'est pas votre maison, elle n'appartient ni à vous ni à Marie. Elle appartient au fond. Les voitures que vous conduisez, les adhésions au club, les montres ridiculement chères dont vous êtes si friand, tout est payé par le fond. Vous, Julien, personnellement, possédez très peu. Quelques mauvais choix boursiers et une collection vraiment épouvantable de baskets de créateurs. Elle a fait une pause, buvant une gorgée d'eau. Elle appréciait ça, chaque mot calculé et dévastateur. C'était sa salle d'audience, et elle était à la fois juge et bourreau. « Maintenant, parlons de Marie », a-t-elle dit,
tournant légèrement son corps pour me faire face. Moi qui avais écouté dans un état de stupéfaction engourdi, j'ai levé les yeux. Quand vous avez épousé Marie, Julien, vous étiez un homme de 30 ans avec un travail médiocre et une montagne de potentiel que vous sembliez déterminé à gaspiller. Marie venait d'une bonne famille, une famille aisée. Vous souvenez-vous du contrat de mariage que nous avons tous signé? Julien a hoché la tête, engourdi. Bien sûr. J'en suis certaine, a dit Sophie avec une pointe d'acidité. Vous étiez si désireux de protéger vos futurs revenus Martin d'elle, mais votre mémoire semble vous avoir fait défaut sur les détails. L'accord stipulait qu'en cas de divorce dû à votre infidélité, une clause sur laquelle son père, un homme très sage, a insisté, tous les actifs acquis pendant le mariage seraient divisés 70-30 en sa faveur. Mais plus important encore, il incluait une clause d'apport. Son père a investi 2 millions d'euros dans ce qui était alors une jeune entreprise, les Innovations Martin. Cet argent n'était pas un cadeau pour vous. C'était un investissement en son nom en échange d'une participation de 10%. Une participation qui a considérablement augmenté au cours des 15 dernières années, grâce à ma gestion et malgré tous vos efforts pour mener l'entreprise à la ruine avec vos mouvements audacieux. Sophie a ramené son regard froid sur Chloé. Vous voyez, mademoiselle Dubois, vous avez commis une erreur critique dans votre analyse stratégique. Vous avez identifié Marie comme un passif à écarter, un actif sentimental. Mais la vérité est que Marie est un actionnaire important. Vous, en revanche, êtes ce que nous appelons dans le monde des affaires une mauvaise créance, une dépense sans retour sur investissement. Elle a croisé les mains sur la table. La leçon était terminée. C'était l'heure du verdict. Alors, voici ce qui va se passer, a-t-elle déclaré, sa voix résonnant d'une finalité absolue. Julien, vous ferez un sac avec vos baskets et tout ce que vous possédez personnellement. Vous quitterez cette maison ce soir. Vous êtes viré en tant que PDG des Innovations Martin, avec effet immédiat. Vos actions sont confisquées conformément à la clause de moralité de votre contrat de travail, que vous n'avez manifestement jamais pris la peine de lire. Les cartes de crédit de l'entreprise seront annulées d'ici à ce que vous atteigniez le bout de l'allée. Mère, vous ne pouvez pas, a haleté Julien, la panique perçant enfin son arrogance. Je peux, a dit Sophie simplement, et je l'ai fait, maintenant pour vous, mademoiselle Dubois. Elle a regardé Chloé comme si elle était un bout de peluche à chasser. Vos services au sein de l'entreprise ne sont plus requis. Je crois que votre mentorat avec Julien constitue également une rupture de votre contrat. Vous avez 10 minutes pour quitter ma propriété avant que je ne vous fasse expulser pour intrusion. Elle m'a ensuite regardé, moi dont les larmes avaient cessé, remplacées par un choc pur et inaltéré. Marie, ma chère, je m'excuse pour le comportement déplorable de mon fils. Cette maison est votre maison aussi longtemps que vous le souhaitez. Demain, nous déjeunerons avec mes avocats et nous commencerons le processus pour vous assurer de recevoir tout ce à quoi vous avez droit, ce qui, je vous assure, est beaucoup. La réaction au décret de Sophie fut instantanée et chaotique. Julien a sauté sur ses pieds, son visage un masque d'incrédulité et de fureur. « C'est fou! Vous ne pouvez pas me virer comme ça! C'est mon entreprise, ma vie! » « Ce n'a jamais été votre entreprise, Julien, » a répondu Sophie, sa voix imperturbable. Elle ne le regardait plus, l'ayant déjà rayé de sa réalité. C'était un prêt, et votre crédit a expiré. Chloé, voyant tout son avenir s'évaporer sous ses yeux, s'est tournée vers Julien avec la férocité d'un animal acculé. « Tu m'as dit que tu possédais tout. Tu m'as menti. » a-t-elle hurlé, son glamour soigneusement construit fondant pour révéler une panique brute et cupide. « Tu as dit qu'on voyagerait, que je n'aurais plus jamais à travailler. Espèce de menteur inutile et pathétique. »« Tais-toi, Chloé !» a crié Julien en retour, se tournant vers elle. « C'est ta faute. Tu m'as poussé, forcé ça ce soir. Tu as tout ruiné. » Leurs récriminations amères et paniquées ont rempli l'élégante salle à manger,
une tache vulgaire sur son atmosphère immaculée. Marc et Anna semblaient figés d'horreur, tandis que Pierre se contentait de fermer les yeux, comme s'il souhaitait s'envoler vers sa serre silencieuse. Je les ai regardés, et une étrange clarté m'a envahi. La douleur de la trahison était toujours là, une blessure profonde et lancinante dans ma poitrine. Mais voir Julien, non pas comme l'homme puissant et charismatique que j'avais épousé, mais comme un gamin capricieux et gâté grondé par sa mère, a brisé le sort qu'il avait jeté sur moi pendant 15 ans. L'homme que j'avais aimé, ou l'idée de lui que j'avais aimé, était parti. À sa place se trouvait cet étranger faible et maladroit. Sophie les a laissés se chamailler un instant de plus avant de reprendre la parole, sa voix tranchant leur bruit frénétique. La sécurité sera là dans 5 minutes pour vous escorter dehors. Je vous suggère d'utiliser ce temps pour vous reprendre. Elle a pris son verre de vin et a bu une lente et délibérée gorgée, l'image même de l'autorité imperturbable. La menace de la sécurité était réelle. Julien le savait. Ses épaules se sont affaissées de défaite. Toute la combativité l'a quitté, remplacée par un regard vide et creux. Il avait été complètement et totalement mis échec et mat. Sans un mot, il s'est retourné et est sorti de la salle à manger. Un instant plus tard, nous avons entendu ses lourds pas monter le grand escalier. Chloé est restée seule, l'air complètement perdu. Sa robe émeraude semblait maintenant bon marché, son maquillage audacieux criard. Elle a regardé Sophie, puis moi, un regard désespéré et implorant dans les yeux. Il n'y avait aucune pitié à trouver. Avec un sanglot étouffé, elle a saisi son sac à main de créateur du sol et s'est enfuie de la pièce, le claquement aigu de ses talons sur le marbre faisant écho à sa retraite humiliante. La salle à manger est redevenue silencieuse. La tempête était passée, laissant la dévastation dans son sillage. Anna, la femme de ménage, est apparue comme appelée par le silence et a commencé à débarrasser les assiettes avec une efficacité silencieuse, son visage ne trahissant rien. Marc et Anna, après quelques mots maladroits de soutien pour moi, ont fait une sortie précipitée. Pierre a lancé à sa femme un long regard indéchiffrable avant de se lever et de dire « Je serai dans le bureau ». Finalement, Sophie et moi étions seuls à la longue table en acajou, les restes du repas désastreux entre nous. L'air était épais de mots non dits. J'ai retrouvé ma voix, bien que rauque et faible. Je n'avais aucune idée, Sophie, du fonds fiduciaire, des finances. Sophie m'a regardé, et pour la première fois en 15 ans, j'ai vu quelque chose dans les yeux de ma belle-mère au-delà de l'évaluation froide. C'était une lueur d'empathie, peut-être même de respect. Bien sûr que non, a dit Sophie. Julien non plus. C'était d'un arrangement que j'ai fait avec ton père avant le mariage. Nous avons tous deux vu le potentiel d'imprudence de Julien. Ton père voulait s'assurer que ton avenir serait protégé, et je voulais m'assurer que l'héritage de ma famille ne serait pas gaspillé par un fou. Nos intérêts étaient alignés. Elle a tendu la main à travers la table, et dans un geste qui m'a choqué plus que tout ce qui s'était passé cette nuit, elle a posé sa main fraîche et sèche sur la mienne. Je ne suis pas une femme sentimentale, Marie, tu le sais, mais je valorise la loyauté. Je valorise l'intégrité. Pendant 15 ans, tu as été une épouse et une mère loyale et gracieuse. Tu as maintenu la dignité de cette famille, même quand mon fils faisait de son mieux pour la traîner dans la boue. Tu es une Martin par le caractère, si ce n'est par la naissance. Cette fille, a-t-elle dit d'un geste de dégoût vers l'embrasure vide, était un parasite opportuniste. Et Julien est une déception, ma plus grande déception. Une larme a glissé sur ma joue, non pas de tristesse, mais d'un soulagement étrange et accablant. Je n'étais pas jeté. Je n'étais pas remplacé. J'avais été vu. Mes années de dévouement silencieux, que je pensais inaperçues, avaient été observées et valorisées par la seule personne dont l'opinion comptait vraiment. « Pourquoi ne me l'avez-vous jamais dit ?» ai-je demandé, ma voix un murmure. « Parce que ce n'était jamais nécessaire », a répondu Sophie simplement. Le fonds était un filet de sécurité, une mesure d'urgence. J'avais espéré que mon fils mûrirait,
qu'il deviendrait l'homme que je l'avais élevé à être. J'ai gardé cet espoir pendant très longtemps. Ce soir, elle a soupiré, un son faible et fatigué. Il m'a enfin prouvé que j'avais tort. Il m'a forcé la main. Le lourd portail s'est refermé, le son final est absolu. Les pas de Julien et Chloé pouvaient être entendus crépiter sur l'allée de gravier alors qu'ils s'éloignaient de la maison, de la famille, de la vie qu'ils avaient essayé de revendiquer. Sophie a serré ma main doucement. Il est parti, elles sont parties. Maintenant, nous reconstruisons. Dans la salle à manger silencieuse et caverneuse, entourée des fantômes d'un mariage brisé, je n'ai pas ressenti une fin, mais un nouveau et terrifiant commencement. Et pour la première fois, je n'y faisais pas face seul. Je faisais face avec l'alliée la plus puissante que j'aurais pu imaginer. Les jours qui ont suivi ce dîner cataclysmique ont vu un nouvel ordre s'établir. Le silence laissé par Julien était immense, mais le vide s'est transformé en espace. Au bout de quelques jours, j'ai déménagé mes affaires dans une des suites d'invités qui donnait sur les jardins. J'ai aussi vidé l'énorme dressing de Julien moi-même. Ce n'était pas un acte de colère, mais de closure. Un fantôme s'en allait. J'ai trouvé de vieilles photos des Julien et Marie du début, si pleins d'espoir, mais le sentiment de tristesse n'était pas pour l'homme qu'il était devenu, mais pour le garçon des clichés et pour la fille que j'avais été et qui avait disparu. J'ai fermé la boîte. Chaque matin, à 10 heures, j'avais rendez-vous avec Sophie dans le bureau. On appelait ça nos briefings. Sophie était une professeure exigeante, mais étonnamment patiente. Elle m'a appris les rudiments des finances, la lecture d'un bilan, l'art de lire entre les chiffres. Elle disait « N'importe qui peut voir les pertes et profits. Le vrai talent est de lire les espaces entre les chiffres. Un investissement dans l'image ou dans la communauté, nous investissons dans la communauté. » Mon esprit, si longtemps occupé par des calendriers mondains, se sentait s'étirer, se réveiller. Je posais des questions, je remettais en question. Un après-midi, Anna m'a appelé, la voix pleine d'une chaleur hésitante. « Marie, je devais t'appeler. Je suis si horriblement désolé pour ce que Julien a fait, pour ce que nous avons tous regardé sans rien dire. C'est un étranger pour moi maintenant. » Ce n'est pas ta faute, Obana, j'ai répondu, surprise de le penser. Mais c'est la façon dont tu as géré ça. Et mère, mon Dieu, je ne l'ai jamais vu comme ça. Marc et moi en sommes tous les deux impressionnés. Tout ce dont tu as besoin de Marie, n'importe quoi. On est inconditionnellement de ton côté. Cette simple et sincère déclaration d'allégeance signifiait plus pour moi que ce qu'Anna aurait pu imaginer. L'ancienne structure familiale, qui tournait autour de Julien comme un soleil, s'était effondrée. Une nouvelle se construisait à sa place, forgée non par l'obligation, mais par la loyauté et le respect mutuel entre femmes. Des rumeurs sur le sort de Julien et Chloé filtraient inévitablement. Chloé avait été vue en larmes avec un chasseur de tête, son statut de star montante n'étant apparemment pas transférable sans le nom Martin. Julien avait cherché des fonds pour une nouvelle entreprise, mais s'était vu poliment mais fermement refusé. Personne ne voulait être associé à un homme renié par la redoutable Sophie Martin et qui s'était avéré être une fraude financière, un prince sans royaume. Leur chute spectaculaire était un contrepoint silencieux et satisfaisant à ma propre ascension tranquille. 2 mois après ce dîner fatidique, un matin de novembre, l'air était vif. Sophie m'a convoqué au bureau. La pièce, autrefois imposante et étrangère, me semblait maintenant la mienne. Le divorce est prononcé, a dit Sophie, son ton professionnel, mais ses yeux contenaient une lumière plus douce. Elle a poussé un épais document sur le bureau. Julien a tout signé. Il n'avait guère le choix. C'est le règlement. Il est, comme stipulé, extrêmement généreux envers vous. J'ai regardé les papiers, les chiffres stupéfiants qui représentaient ma nouvelle réalité financière indépendante. C'était abstrait, mais solide. C'était la sécurité. C'était la liberté. Merci, Sophie. Et je dis doucement, tu n'as rien à me remercier.
C'est ce que tu as gagné, m'a-t-elle corrigé gentiment. Elle a glissé un deuxième dossier plus mince sur le bureau. Ceci, cependant, est plus important. C'est une proposition. Je demande officiellement au conseil d'administration de modifier la structure du fonds fiduciaire familial Martin. Je me retire de mon poste d'unique fiduciaire. Elle a marqué une pause, laissant le poids de ses mots remplir la pièce. Je nomme 2 nouveaux cofiduciaires. Elle a tapé 2 lignes de signature en bas de la première page. L'une était déjà signée de son écriture élégante et nette. L'autre était vierge, mon nom complet y étant tapé en dessous. Je l'ai fixé, le cœur battant. Moi? Mais Sophie, je n'en sais pas assez. Je commence juste. J'ai passé 15 ans à planifier des menus, pas des fusions. Et ce faisant, tu as appris à gérer des budgets, à négocier avec des fournisseurs, à diriger des équipes de bénévoles et à présenter une façade publique impeccable sous une immense pression, a rétorqué Sophie avec douceur. Ne confonds jamais les compétences d'une gestionnaire domestique avec le fait qu'elles soient moindres. Elles sont simplement appliquées dans un domaine différent. Je peux t'enseigner les finances, je ne peux pas enseigner le caractère. Elle s'est levée et a marché vers la grande baie vitrée, sa posture aussi droite et inflexible que jamais. Je t'ai observé pendant 2 mois, Marie. Tu as un esprit prudent et perspicace là où Julien avait un esprit téméraire et arrogant. Tu as de l'empathie, ce qui fait de toi une meilleure juge de la valeur d'une personne qu'un CV ne le pourrait jamais. Et tu es loyal. Dans ce monde, c'est l'actif le plus précieux et le plus rare de tous. Je l'ai rejointe à la fenêtre, mon esprit en ébullition. J'ai regardé l'imposante silhouette de ma belle-mère, puis mon propre reflet dans le verre. Je ne voyais plus la femme effrayée et humiliée de ce dîner. Je voyais une femme qui avait survécu à un enfer et qui commençait tout juste à réaliser qu'elle était ignifuge. « J'ai 72 ans, a dit Sophie, sa voix plus douce maintenant. Mon héritage ne peut pas être l'échec de Julien. Il doit être notre succès. Cette famille a besoin d'un avenir. Elle a besoin d'un leader intègre. Tu es cette personne, Marie. Tu l'as prouvé. » Elle s'est tournée pour me faire pleinement face. « Donc je ne te demande pas d'être mon remplaçante. Je te demande d'être ma partenaire. » J'ai regardé le document sur le bureau, puis le visage attentif de Sophie. La peur était toujours là, un léger tremblement en arrière-plan, mais elle était éclipsée par un puissant sentiment de détermination. Je ne pourrais jamais redevenir la femme qui arrangeait des fleurs et masquait les indiscrétions de son mari. Cette femme était partie, rangée dans une boîte avec de vieilles photographies. « D'accord, » ai-je dit, ma voix calme mais ferme. J'ai marché vers le bureau, pris le stylo lourd et ancré, et j'ai signé mon nom sur la ligne. Ma signature n'était pas l'écriture bouclée et gracieuse de la femme du monde que j'avais été. Elle était plus forte, plus audacieuse, la signature d'une femme revendiquant son pouvoir. On commence quand? Un sourire authentique et éclatant a illuminé le visage de Sophie. Nous avons déjà commencé. Aujourd'hui, alors que je regarde les dossiers et que je prends des décisions, je me demande encore si tout cela était juste. Est-ce que Julien et Chloé ont eu ce qu'ils méritaient? Peut-être. Est-ce que j'ai eu ce que je voulais? Je ne sais pas. La vie ici, elle est pleine de responsabilités, de complexité. Ce n'est pas le conte de fées ce que certains imaginent pour une femme dans ma position. Il y a toujours une part de doute, de défi. Mais c'est une vie où je suis maîtresse de mon destin, où ma valeur est reconnue non pas par mon statut marital, mais par ma propre force. C'est ça la vraie victoire, non? Moi, c'est à